Nous sommes maintenant rendus à la réalisation même de votre épreuve uniforme. Donc, vous avez choisi un sujet. Maintenant, vous devez faire la lecture et l'analyse du sujet. Comment fait-on ça? Premièrement, vous allez chercher les mots de la question dans le dictionnaire. OK? Donc ça, c'est pas juste parce que vous auriez des difficultés en langue là, pour que vous chercheriez les mots dans le dictionnaire. N'importe qui, n'importe quel littéraire là, va aller dans le dictionnaire chercher les mots pour se donner des idées, pour s'inspirer, pour réfléchir à la question. Vous allez trouver aussi des synonymes, des antonymes, des mots de même famille. Tout ça, c'est pour amorcer votre réflexion. Donc, n'hésitez pas à aller chercher dans le dictionnaire les mots de la question. Ensuite, assurez-vous de traiter de tous les éléments. Hein. Quels sont les textes dont on doit traiter? Quels sont les personnages essentiels dont vous devez parler? Je vais vous donner un exemple. Dans le poème Il existe des pommes et des oranges, Marie Huguet présente une image désespérante de la condition humaine. Discuter. Bien, premièrement, il faut se poser la question, qu'est-ce que la condition humaine? OK, c'est la situation de l'être humain dans le monde, sa destinée, son sort. Mais imaginez-vous qu'il y a beaucoup d'étudiants qui pensaient que ça voulait dire sa santé, la santé euh, de Maruguet. Donc vraiment, faites attention, essayez de réfléchir sur ce que ça peut vouloir dire. Qu'est-ce que ça veut dire désespérante, hein? Qui cause le désespoir, qui désole, désolant, navrant, décourageant, désagréable. Ben, les antonymes, l'espoir, hein, quelque chose d'encourageant. Donc, vous voyez peut-être que vous n'auriez pas pensé tout de suite que dans le poème, il y a peut-être quelque chose d'encourageant là-dedans. Mais en allant chercher les antonymes, mais tout d'un coup, ah, ben c'est vrai, il y a le nom, je peux m'inspirer pour aller chercher des arguments pour le nom maintenant que j'ai pensé aux antonymes. Donc, ça vaut la peine d'aller chercher les mots dans le dictionnaire. Dans ces extraits de Tout bouge autour de moi de Daniel Laferrière, peut-on dire que les gens sont brisés par le malheur? OK, donc ça ici, c'est un petit extrait que j'avais sorti là, pour vous permettre de travailler un peu ou réfléchir un peu sur cette question-là. Donc, je lis le texte de Laferrière. C'est là que j'ai compris que tout le monde était touché et qu'il s'était passé quelque chose d'une ampleur inimaginable. Les gens sont dans les rues. Ils chantent pour calmer leur douleur. Ils avancent lentement, une forêt de gens remarquables. Rien de funèbre. Je m'attendais à une foule écrasée par la douleur, mais la vie quotidienne a déjà imposé son rythme. Même le malheur n'arrête pas le mouvement dans ces régions pauvres du monde. Mais vous voyez, ici, la Ferrière parle du tremblement de terre qu'il y a eu en Haïti, euh, vous voyez, dès le départ, on peut se dire, ah ben oui, c'est vrai, ils sont brisés par le malheur, ils sont là, ils sont en train de chanter. S'ils chantent, c'est parce qu'ils sont brisés et tout ça. Donc, on peut trouver des éléments pour le oui, hein? Mais en même temps, vous l'avez sûrement bien senti, on voit toute la résilience des personnages là-dedans. Donc, on peut parler tout aussi bien, euh, argumenter tout aussi bien pour le non. Mais ce qui est important ici, c'est de bien voir qu'on parle des gens. OK? Donc, c'est qui les gens? Là, il faudrait avoir lu tout le texte, là, mais vous allez voir que les gens, ça peut être le narrateur comme ceux dont il parle. OK? Donc, vous pouvez, mais parce que c'est pluriel, vous devez parler de plusieurs personnages dans la dissertation. Brisé, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ben, abattu, anéanti, désespéré, détruit, écrasé, étouffé, rompu. En fait, tous les autres synonymes, quasi-synonymes que l'on peut raisonnablement relier au moral.
Et les arguments acceptés pour le non, donc ils ne sont pas brisés. On aurait les gens trouvent des moyens pour résister au désespoir, les gens montrent beaucoup de solidarité devant le malheur, ils veulent agir, etc. Euh, donc, comment repère-t-on les idées? Bien, premièrement, vous devez surligner les preuves soutenant le oui ou le non, évidemment, de couleurs différentes. Annotez dans les marges à l'aide de mots-clés. Numéroter les citations, hein, mettez des numéros lorsque vous faites des tableaux et tout. Encadrer les éléments de forme. Si vous jamais vous trouvez des éléments de forme, encadrez-les avec votre crayon. Ça va vous permettre d'y penser lorsque vous ferez vos explications. Peut-être vous pourrez expliquer les éléments de forme. Faites un tableau. Faites un tableau de vos différents arguments. Ça, on va le voir un peu plus tard. Donc, les points de vue possibles, ben, je vous l'ai dit, hein, il y a toujours le oui, le non ou la nuance, c'est-à-dire oui et non. Le point de vue doit être formulé clairement. Okay? Le lecteur ne doit pas avoir à deviner votre point de vue. Donc, dès le début, premier paragraphe, première phrase, dites quel est votre point de vue. Okay? Vous allez, votre argument, est-ce il est pour le oui ou pour le non? Les arguments ne doivent pas se contredire. Ça, c'est important. Vous pouvez dire oui et non, mais ça ne peut pas être lié au même argument, au même aspect. OK? Donc, le premier type de... donc, l'organisation des idées, donc les tableaux que vous devez faire pour le premier type de rédaction, donc dans lequel il y a un texte et il y a une affirmation à vérifier. Ce que vous pouvez faire, c'est un tableau comme ceci. Donc, le thème, Azarius s'enrôle-t-il pour le bien de Rosanna? Quels sont les éléments pour le oui? Bon, il s'enrôle, non, c'est pour se payer une maison. Puis là, ben, à la ligne 15, j'ai un argument, j'ai une preuve. À la ligne 45, j'ai une preuve. À la ligne 54, j'ai une autre preuve. L'autre argument que vous avez pour le oui, il s'enrôle pour le bien de Rosanna, c'est pour lui apporter de la tranquillité. Puis là, on aurait des lignes des différentes preuves. Pour le non, on aurait par exemple l'orgueil. Il s'enrôle, en fait, c'est par orgueil. Il s'enrôle pour avoir de l'argent, parce qu'il veut de l'argent. Il s'enrôle pour la liberté ou pour les voyages. Là où je vous disais que précédemment que les arguments ne doivent pas être contradictoires, ben vous ne pourriez pas dire oui, il s'enrôle pour le bien de Rosanna parce qu'il veut une maison, lui offrir une maison, et non, il ne fait pas pour Rosanna parce qu'il veut acheter une maison. C'est des choses qu'on ne pourrait pas faire, là, des choses qui s'opposent comme ça. Type 2, comparaison de deux textes. Donc, peut-on dire qu'Azarius, dans le roman Bonheur d'occasion de Gabriel Roy, et Joseph, dans la pièce de théâtre Un simple soldat de Marcel Dubé, s'enrôlent dans l'armée pour les mêmes raisons? Le type de tableau qu'on pourrait faire, c'est Raison de l'enrôlement. J'ai Azarius qui s'enrôle pour la famille, pour l'orgueil, pour la liberté, pour le voyage. Les raisons de Joseph, c'est par orgueil ou par argent. Donc ici, vous voyez tout de suite que les deux s'enrôlent par orgueil. Donc, on pourrait avoir un argument pour le oui qui s'y traiterait de l'orgueil. Et pour le non, on pourrait, par exemple, il y en a un qui le fait pour la famille alors que l'autre le fait pour l'argent. OK? Donc, raison de l'enrôlement. On peut aussi faire un tableau comme ceci. Donc, j'ai trouvé deux raisons, puis j'énumère les citations relatives à chacun des personnages. Organisation des idées. Bon, ben, lorsque j'ai fait mon tableau, ensuite, je peux faire mon plan de rédaction. Donc, ici, j'ai mon premier paragraphe. Point de vue pour le oui, c'est pour l'orgueil. J'ai ma preuve en 30 et en 45 dans l'autre texte. Mon deuxième paragraphe, je vais encore pour le oui.
Hein, donc, l'idée principale, c'est pour la liberté. Les deux s'enrôlent pour la liberté. Mes deux citations de euh, mes deux personnages. Et en 3, encore un point de vue pour le oui, le voyage. Un autre plan, je pourrais avoir un oui, encore pour l'orgueil, et un non. Il y en a un qui s'enrôle pour le voyage, alors que l'autre, c'est pour l'argent. Et puis là, je présenterai mes deux preuves. Ma réponse ici, ça sera oui et non, en conclusion. Un troisième plan, un oui pour l'orgueil, un non, voyage argent, un oui pour la liberté. Ici, j'ai oui, non, oui. Donc, ma réponse, ça va être plus oui que non. La structure importante, le critère 2, pardon, du critère 5. L'objectif, avoir un texte structuré, ne pas revenir deux fois sur un même sujet, faire progresser le raisonnement, ne pas tourner en rond. Donc, on a les arguments en 5.1, les critères, sous-critères 5.1 qui est la structure du texte, 5.2 structure des paragraphes et 5.3 marqueur de relation, donc les enchaînements. Construction des paragraphes, donc en 5.1, 5.2, chaque paragraphe doit comporter une unité de sens. Exemple, les personnages sont lâches. Le premier paragraphe traitera de Pierre, le deuxième de Jean, le troisième de Jacques. Un autre exemple, les personnages sont lâches. Le premier paragraphe traitera de leur lâcheté physique, le deuxième de leur lâcheté psychologique. Les idées secondaires de chaque paragraphe pourront être tour à tour Pierre, Jean, Jacques, parce qu'il faut parler des personnages. Hein. Troisième option, on pourrait dire que les personnages sont lâches, mais parfois courageux. Le premier paragraphe traitera de leur lâcheté, le deuxième de leur courage. Les idées secondaires de chaque paragraphe seront encore là, tour à tour, Pierre, Jean-Jacques, parce qu'il faut parler des personnages. Dans le cas d'un comparatif, si on choisit un plan analogique, il faut que les idées se répondent. Donc, dans l'extrait du roman Les Domicilisés de Jean-Charles Harvey et dans l'extrait du roman 1984 de George Orwell, le monde décrit est le même, discuté. Donc, ici, on pourrait avoir chez Harvey, hein, donc un premier paragraphe, idée principale, c'est chez Harvey. Donc, l'univers décrit est morne. Idée secondaire 2, hein, le gouvernement est répressif. Idée secondaire 3, la population est résignée. Chez Orwell, on aura encore l'univers morne, le gouvernement est répressif et la population est résignée. En 3, on pourrait faire une comparaison entre les univers mornes, la répressivité du gouvernement et la population qui est résignée. Chaque paragraphe doit être logique et cohérent, donc voir le plan. On doit comprendre le lien entre la question et le point de vue, entre le point de vue et l'idée principale, entre l'idée principale et les idées secondaires, entre les arguments et les preuves, entre les preuves et leurs explications. Donc, autrement dit, vous devez vous assurer toujours que vous faites le lien entre chaque élément à chaque fois que vous progressez. Donc, par conséquent, donc, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas avoir un collage de citations disparates. C'est vraiment pas ça. On veut à chaque fois présenter les choses progressivement, arguments, preuves, explications, etc. Chaque paragraphe doit être organisé, les idées doivent progresser, il ne faut pas faire du surplace. Et c'est la même chose entre les paragraphes. Il ne faut pas revenir sur les mêmes idées, il nous faut avoir une progression logique d'un paragraphe à l'autre. Donc,
on ne veut pas coller encore là plein d'idées disparates. Le sous-critère 4, donc 3, 4.3 et 5.3, les marqueurs de relation. Ce sous-critère vise à évaluer si vos phrases s'enchaînent bien les unes après les autres dans l'introduction et la conclusion. Les marqueurs de relation doivent aider à effectuer ces liaisons. Et en 5.3, on a le sous-critère qui évalue la même chose, mais là, dans le cadre du développement, soit dans les paragraphes et entre les paragraphes. Dès le deuxième paragraphe du développement, chaque paragraphe doit débuter par un marqueur de relation. Okay? Vous évitez d'avoir des problèmes si vous faites ça.